L'art délicat du networking. En fait, quand vous voulez vous créer une communauté autour de vous ou un réseau, de manière générale, il y a plusieurs chemins, il y a deux chemins spécifiques. Et dans ces deux chemins, il y a un point commun qui est, alors si ça fonctionne, je vous le refais, voilà, qui est qu'on va rester sur un slide. Voilà. Donc deux chemins pour pouvoir faire sa communauté et construire son réseau autour de soi. Et un point, il faut créer quelque chose de remarquable. Il ne s'agit pas forcément de faire quelque chose d'extraordinaire. Certains l'ont fait. Ça peut paraître un petit peu compliqué d'arriver à ces niveaux-là aujourd'hui. Mais si vous créez quelque chose de remarquable vu de loin, à ce moment-là, vous pouvez greffer autour de vous toute une communauté. On s'est tous retrouvés dans ce type de situation, à des soirées. Moi, je me suis retrouvé dans cette situation-là. Lorsque je suis arrivé sur Paris, j'ai un client qui m'avait invité à une soirée de networking et je me suis retrouvé pendant 3 heures, non pas en robe, mais au fond c'était chez Microsoft, au fond dans un angle entre deux vitres, avec une coupe de champagne et à passer des faux coups de fil. Évidemment, personne n'a fait ça, mais à passer des faux coups de fil pour faire semblant que je connaissais du monde. C'était absolument épouvantable et ça a duré 3 heures. Donc, comme quoi, j'étais ardu là-dessus. Entre ce moment-là où je suis arrivé à Paris en 2013 et ce que Laure vous a gentiment expliqué, il s'est passé un temps. Et aujourd'hui, la partie networking ou la partie réseau, je pense avoir un petit peu de recul pour donner quelques clés pour vous permettre de la construire. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, donc la première règle, c'est créer quelque chose de remarquable, créer quelque chose que vous puissiez porter. Alors, ce n'est pas forcément, encore une fois, j'ai cité Obama, mais j'aurais pu mettre un type blond un peu gros d'ailleurs. Ce qu'il faut, c'est soit un projet, soit une start-up, soit même une ambition que vous avez. Et il faut créer autour de ce projet, de ces start-up, c'est la première chose à faire, une cohérence. Créer une cohérence entre ce que je suis et ce que je sers. Et ça, aujourd'hui, si je m'adresse, j'imagine, à beaucoup de start-upers et d'entrepreneurs, on a beaucoup de mal à le faire parce qu'on dévie rapidement. Il faut définir sa proposition de valeur et il faut créer la cohérence entre mon personnage et ce que je porte. Un des meilleurs exemples, un peu mouse, c'est Elon Musk. Elon Musk, il est cohérent jusqu'à sa vie personnelle. Je ne sais pas si vous connaissez la vie personnelle d'Elon Musk avec... Alors déjà, le gars, il fait des enfants, il fait des triplés, et tout son parcours de vie est complètement extraordinaire et valide et légitime tous les choix qu'il pourrait faire par la suite. C'est assez incroyable, je vous invite vraiment à le lire, à voir tout son parcours et aujourd'hui ce qu'il propose. Tout est cohérent autour d'Elon Musk. Une autre personne qui est plus proche de nous, que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Xavier Duportet, qui est le CEO de Hello Tomorrow. Quand je dis créer une cohérence, c'est créer une cohérence entre votre projet et les valeurs que vous avez, mais c'est aussi créer une cohérence entre ce que vous montrez et vous illustrez sur les réseaux. Xavier Duportet, son LinkedIn, son Facebook, ses images sur Google Images sont cohérentes dans sa manière et dressent un portrait de lui. Si vous faisiez l'exercice chacun d'entre vous, je ne suis pas sûr que vous trouveriez les mêmes choses. Il peut se glisser à l'intérieur des photos une ou deux où vous êtes peut-être en soirée perruquée, où vous avez deux, trois choses. Ce n'est pas forcément un problème. Moi-même, si vous Google namez mon nom, vous verrez qu'il y a 2-3 trucs qui n'ont pas des soirées avec perruque, mais des choses que j'ai dites ou que j'ai faites et qui composent mon personnage aussi, ma vie, mon histoire, et je ne les renie pas. Mais il faut ne pas être, il faut être cohérent avec ce qu'on veut porter et ce qu'on veut véhiculer comme image. Moi, je vous invite vraiment, la première chose à faire pour créer cette cohérence, c'est 1, définir votre proposition de valeur, 2, définir votre portrait, écrivez une micro-biographie sur vous. Alors, c'est vrai, on est très français, on n'ose pas le faire. Moi, je vous invite quand même à passer une journée en vous disant, OK, si je devais expliquer qui je suis, qu'est-ce que j'écrirais? Faites-vous un autre exercice que je pense intéressant et qu'on ne fait pas, c'est sur quoi je pourrais parler. Je vous donne un exemple. Moi, cette intervention que je vous fais là, en 20 minutes, elle existe en format d'une demi-journée, elle existe en format d'1 heure. Je suis un peu plus à l'aise sur le format d'1 heure, parce que ça permet de vagabonder un petit peu. Mais j'ai mis beaucoup de temps à la faire. Parce que pendant longtemps, je me suis dit, il n'y a pas vraiment de légitimité et je ne suis pas sûr que les gens aient envie d'entendre, ont envie de comprendre toutes ces logiques. Les différents moments où je la fais me montrent l'inverse aujourd'hui, mais finalement, j'ai cherché ma proposition de valeur, ce à quoi je pouvais être différent des autres, ce à quoi je pouvais être remarquable par rapport aux autres. Je pense que c'est un point
Et je pense que chacun d'entre vous, c'est Dormesson qui le dit, chacun d'entre vous a un talent qu'il faut exprimer dans votre vie, sinon vous allez mourir seul, c'est quand même un petit peu gênant. Et moi, je vous invite à vous dire, ok, si je devais intervenir pendant 20 minutes sur un talk, au Web Today ou ailleurs, par exemple, qu'est-ce que je ferais? Et mieux encore, je vous invite à l'écrire, à dire, voilà, moi, je pense que je peux parler de ça, et dans mon plan, je vais parler de ça, parler de ça, parler de ça. C'est un superbe exercice qui va vous donner du coffre et qui va vous créer, encore une fois, va vous mettre dans une dynamique de cohérence. La deuxième règle qui me semble vraiment importante, c'est rechercher l'alignement avec l'autre. Alors, rechercher l'alignement avec l'autre, c'est exactement ce qu'on ne fait pas. Qu'est-ce qu'on ne fait pas? C'est à une soirée, par exemple, ou à un moment, vous vous dirigez directement vers quelqu'un et vous allez commencer par pitcher votre boîte. En fait, en gros, vous vous en foutez de ce que l'autre vous raconte, ou alors c'est juste une balle à taper pour pouvoir vous exprimer. Et ça, c'est un énorme sujet qu'il faut absolument corriger. Il faut écouter l'autre. Il faut prendre le temps, véritablement, de comprendre ce que veut dire cette personne que vous avez entre vous, ce qui l'anime, ce qui est en surface et ce qui est caché. Ça, c'est absolument essentiel. C'est lorsque vous comprenez bien les gens que vous pouvez à ce moment-là rebondir avec eux et créer des interactivités. Et ça, cette façon de faire, elle offre un autre visage, je pense, au réseau. Aujourd'hui, dans la majeure partie si on pose la question, et en plus les chiffres sur Facebook, sur Instagram montrent qu'on recherche absolument la quantité, on a une vision du monde qui est un peu celle-ci, qui serait de dire chacun est un point, les points sont multiples, ce qu'il faut c'est multiplier le nombre de points autour de soi, et j'aurai un réseau phénoménal lorsque sur LinkedIn j'aurai 10 000 personnes qui me suivent, sur Instagram 1 million, etc., etc. Moi je pense qu'aujourd'hui c'est tout à fait l'inverse. La réalité du monde dans lequel on est, c'est celui-ci. La réalité, c'est que vous avez des personnes qui sont extrêmement référentes, extrêmement bonnes sur des communautés qu'elles maîtrisent parfaitement et que vous-même, vous ne maîtrisez pas du tout. Je vois un ami qui est ici, qui est référent sur le monde de l'émotion de manière générale, Yannick Perrego, qui est référent sur le monde de la voile, sur le monde du sport. C'est mon point d'entrée. Et je ne suis, moi, qu'un petit cercle qui est un pont vers d'autres cercles. C'est hyper important parce que, je vais vous donner une illustration très concrète ici, par exemple, on parlait du Tech for Planet, c'est qu'il ne faut pas essayer de prendre la place de l'autre, il faut bien écouter les personnes que vous avez à côté de vous pour bien comprendre comment eux fonctionnent et comment ils sont référents dans leur cercle-là, et ensuite, il faut les soigner. Moi, autour de moi, j'ai réellement 100, 150 personnes que je soigne au quotidien. La personne qui va venir demain, je vous invite à l'écouter, Quentin Sagnier, qui est le fondateur de Devialet, fait partie de ces 100 personnes. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Si ce n'était pas le cas, je ne l'inviterais pas, je ne passerais pas du temps avec lui. Et dans tout ce que j'ai fait avec lui, dans toutes les interactions que j'ai avec lui, j'ai cherché son intérêt aligné au mien. Et pour vous raconter ces histoires, il y a 2 exemples que je vais vous raconter, 2 histoires, qui est celle-ci. Donc le Tech for Planet, ça a été un événement assez cossu, qui a été clôturé par le président de la République à Station F en décembre 2017, juste avant le One Planet Summit, qui réunissait tous les chefs d'État. Et Marie-Morgane Le Barzik, la CEO de Numa, me chope dans l'escalier. À un moment, il me dit, dis donc, il faudrait on a une ligne édito, mais il faudrait qu'on l'appuie, il faudrait qu'on recrée quelque chose de fort. On sait qu'Emmanuel Macron va venir, mais il faudrait densifier ça, il faudrait faire quelque chose d'assez costaud. Est-ce que tu peux t'en charger? On était le jeudi. Et 25 jours plus tard avait lieu le Tech for Planet. Ce que j'ai fait, la première chose que j'ai fait en mode start-up, j'ai listé tous les gens que je pensais être intéressants à voir sur cet événement, sans se limiter à personne. Et une fois que vous avez une liste de personnes dans laquelle vous retrouvez du Bertrand Piccard, vous retrouvez du Bill Gates, vous retrouvez tous ces gens, vous êtes un peu comme une poule devant un œuf, ou devant un couteau suisse, vous ne savez pas trop par où prendre le truc, et je me suis dit, d'accord, en fait, je vais faire l'inverse. Quels sont les gens autour de moi qui sont eux-mêmes référents dans des communautés? La communauté Green, je ne la connaissais pas du tout. Et qui vont pouvoir m'aider à passer ça, et sur lesquels il y aura une confiance réciproque, et ils vont y gagner. C'est ça, ils vont y gagner. Et si je fais tout l'inverse, la première personne que je connaissais, moi, qui était un ami, et qui pouvait me guider là-dedans, qui avait confiance, c'est Walter Bouvet, le fondateur de Terra Eco. Walter Bouvet m'avait présenté, il y a longtemps, il y a 3 ans, Maximilien Rouher, qui était le patron, le fondateur de BeCitizen,
et qui était intéressé. Je l'avais rencontré pendant la campagne de Crotte de Numa. Maximilien Rouher, en mai 2017, il me dit, écoute Arnaud, on va créer un truc un peu dingue qui s'appelle The Bridge. Et The Bridge, c'est un bateau qui va partir de Cherbourg, regagner Saint-Nazaire et ensuite aller à New York. Et dans ce bateau, il va y avoir des entrepreneurs et puis il faut mettre du contenu, des choses intéressantes et j'aimerais bien que tu t'en occupes avec nous. Alors oui, c'est dingue, c'est fou que ça me soit tombé dessus, mais la réalité, ça ne serait jamais arrivé si Maximilien Rouher ne connaissait pas Walter Bouvet et que je connaissais Walter Bouvet déjà. Sur The Bridge, je rencontre Luc Jacquet. Luc Jacquet, c'est le réalisateur de La Marche de l'Empereur qui a été oscarisé il y a maintenant assez longtemps. Et Luc Jacquet, donc je sympathise avec lui, plus tard, il me fait rentrer à un comité de direction de sa fondation qui s'appelle Wild Touch, dans laquelle je rencontre Gilles Boeuf. Gilles Boeuf, c'est le président du Muséum d'histoire naturelle pendant 8 ans. Et c'est un des plus grands experts de la biodiversité dans le monde. Et ce petit monde, donc moi, ma cible, c'était Bertrand Piccard, que je ne connaissais pas. Et ce petit monde-là, Luc et Gilles, me disent, écoute Arnaud, on va t'aider, et la première chose à faire, il y a un événement qui va se passer à la Sorbonne dans 5 jours. Viens, on t'invite et on t'ouvre les portes. Donc je suis allé à l'événement, j'ai allé voir rencontrer des gens, j'ai fait ma liste, et à un moment, donc ça c'était un point, et à un autre moment, à une autre soirée, enfin un autre événement, je suis invité à un truc qui s'appelle David et Goliath. David et Goliath, donc ça n'a rien à voir, hein, c'est à part. Mais j'avais commencé, Bertrand Piccard, il avait commencé à entendre parler de nous via ce réseau-là. Et à un autre moment, à une autre soirée, je vois une personne qui s'appelle Paul Janet, qui est le président de la fondation Raise. Et Paul, je lui avais expliqué un peu ce que j'étais en train de faire. Et à la soirée, Paul me présente quelqu'un en disant « Arnaud, il faut que tu parles absolument à Fabienne ». Il ne savait pas du tout que c'était Bertrand Piccard que j'allais chercher. Et il me dit « Parce que toi, tu as des trucs bizarres là, que tu es en train de faire. Et elle fait toujours des trucs bizarres. Et c'est dans le green. Et tu m'as dit que tu étais intéressé par le green. Donc je pense qu'il y a un truc qui va se passer. » Je vois Fabienne Lemaignan. Elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Je lui explique. Il dit « Tu travailles sur quoi en ce moment ?» Je lui explique le projet. Et je lui dis « Je cherche à contacter Bertrand Piccard. » Et elle me dit « C'est moi la directrice marketing de Solar Impulse pendant 3 ans. Si tu veux parler à Bertrand Piccard, il n'y a aucun problème. Je t'introduis auprès de lui. » Ce seul et unique chemin n'aurait pas marché si, en parallèle, je n'avais pas pris l'autre chemin de Gilles et de Luc, et que Bertrand Piccard, comme un client, n'avait pas entendu parler de nous un peu partout, et ne s'était pas dit un truc du style « Bon, il y a ce machin qui doit exister, je pense que ce serait une erreur de ne pas s'y intéresser à minima », et donc j'ai créé un intérêt, et derrière, on a reçu Bertrand Piccard, puis Gilles Boeuf est intervenu, Luc Jacquet a fait l'introduction, enfin, la boucle est bouclée. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Un autre exemple, avec Quentin. Quentin, il était stagiaire au NUMA, et un jour, il me dit j'aimerais beaucoup que tu t'intéresses, que tu viennes avec moi à Rouen. Il y a des choses hyper intéressantes qui se passent à Rouen. Moi, je ne connaissais pas Rouen. Et il m'a proposé d'intervenir à une conférence un peu style Web Today à Rouen. J'y suis allé en traînant des pieds, mais j'y suis allé. Parce que j'ai confiance en lui, parce que j'avais un intérêt, parce que voilà, pour NUMA, ça pouvait être important. Et, pause, le dimanche d'avant, le mardi c'est Rouen, le dimanche d'avant, je vais sur Instagram et j'ai un berger australien. Pour ceux qui me connaissent de près, j'ai un berger australien. Je suis complètement fou de mon chien, c'est un très très beau chien. Et vous allez voir, ça compte beaucoup dans l'histoire. Et donc, je regarde sur Instagram et je vois un gars qui a un berger australien qui est moins beau que le mien, mais qui est vraiment très très sympa. Et il a plein de followers. Et je lui envoie, je commence à lui écrire un message du style, vraiment du style, moi aussi j'ai un berger australien. Moyen, comme... Et au moment d'appuyer, de lancer le truc, je me dis, je suis complètement con, je ne vais pas faire ça, c'est débile, donc je ne vais pas le faire. Back to Rouen. Le mardi, je fais ma conférence à Rouen, je m'installe à prendre un café près de l'eau, et il y a un type qui vient me voir avec un bob, qui s'assoit en face de moi, je vous jure que tout est vrai, hein. Il s'assoit en face de moi, puis on commence à discuter. Et puis il a son badge, et sur le badge, je vois son nom, et son nom c'est Guy Birenbaum. Et Guy Birenbaum, je fais un petit pas de recul, je fais, vous savez que j'ai failli vous envoyer un Instagram dimanche pour dire que vous aviez un super berger australien. Et il me dit, pourquoi tu ne l'as pas fait? Je dis, je n'avais pas prévu que mardi on se verrait. Donc, et en fait, le truc va encore plus loin. C'est qu'en discutant, on a trouvé des points communs assez forts. Et on lui m'a ramené en voiture. Et vous savez quoi? Guy Birenbaum, il a habité, quand il était tout petit, au 46 rue du Temple, à Paris. Et moi, j'ai habité 3 ans au 46 rue du Temple, au 5e étage, à Paris.
Et ça s'appelle de la synchronicité. Et cette synchronicité qui paraît quelque chose de complètement magique, qu'on a tous vécu à un moment ou à un autre, ou qu'on peut vivre, en l'occurrence je le vis un petit peu à répétition en ce moment, cette synchronicité, elle se crée si vous faites ce que je vous ai expliqué sur les réseaux et que vous alignez les intérêts des gens. Il faut que ça, c'est l'importance d'être constant. Il faut que ça, vous le fassiez tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'aurais plein d'autres histoires à vous raconter, mais c'est dans le format d'1 heure, donc il faudra revenir. Mais cette constance à avoir, c'est ce que j'appelle la théorie des petites graines. C'est vous plantez quelque chose et lorsque vous avez une interaction avec quelqu'un, vous créez soit rien, parce que les graines peuvent mourir, soit un ortie, soit un baobab ou un truc comme ça, je ne sais pas ce que c'est, mais un grand arbre qui dure très très longtemps. Et il y a plein d'histoires comme ça qui se produisent. La troisième clé, c'est d'être généreux sans se perdre. Et ça, c'est tout ce qui est vanity. Tout ce qui est préféré, aller voir une star ou être invité à une soirée où vous allez vous faire chier, mais parce qu'il y a machin qui est là, plutôt que de servir votre projet et de passer du temps à servir votre projet. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de dire non. Et ça, c'est très important parce que quand on rentre dans des logiques à un moment de rencontre avec les gens, il y a une grande difficulté à dire non. Et pour dire non, c'est simple, il faut objectiver. Pour objectiver, c'est simple, il faut que la raison pour laquelle vous êtes là et vous interagissez avec les gens soit extrêmement claire. Et donc, que votre point soit remarquable, que vous soyez cohérent et que ce que vous avez à proposer est très clair. Et comme ça, vous pouvez dire à quelqu'un de manière très simple, non, ça ne m'intéresse pas parce que. Voilà. Donc c'est le pouvoir de dire non qui va vous éviter de vous perdre. La quatrième règle, c'est de croire que le networking, c'est du talent, alors que ce n'est pas du tout du talent, un petit peu peut-être, mais c'est surtout de l'organisation. Et là, j'ai pris l'exemple du Web Today. C'est bien, on est en début, donc ça devrait fonctionner. La première chose, quand vous allez à un événement comme le Web Today, il faut vous poser la question de savoir si c'est un événement qui est intéressant. Et nous, à Numa, on a fait une scorecard, comme ça. L'impact quanti, le potentiel business, l'investissement logistique, etc. Je vous filerai, vous viendrez me voir, et je vous donnerai les tableaux. Mais la première chose à faire, c'est la scorecard. La deuxième chose à faire, c'est de préparer des objectifs très clairs. Ça change du salon, on va se dire, on va juste faire la soirée. Non, non. Des objectifs qui sont très clairs. Le premier objectif, c'est conclure par exemple 2 partenariats d'affaires. Le deuxième, c'est de voir 3 VC. Le troisième, c'est de gagner en audience française. Ces objectifs, je les mets ensuite dans la moulinette des OKR, des Objectifs Key Results, que vous utilisez tous ou vous devez tous utiliser pour vos startups. C'est-à-dire que je prends chaque objectif et ensuite, je donne 3 méthodes pour pouvoir les appliquer. Pendant l'événement, j'évite ça. Pour éviter ça, je ne viens pas seul. Je viens accompagné avec un ami ou une amie et je me fixe au moment de l'événement, au moins par journée, l'un des 3 objectifs que je vous ai dit tout à l'heure. L'importance d'être constant, on la retrouve également là-dedans. Moi, j'ai une base, par exemple, où les 100 personnes dont je vous ai parlé, que je soigne, ils font partie d'une base. Et ces bases, c'est la source, l'endroit où je les ai rencontrés, le lead, le nom, la société, le numéro de téléphone, etc. Pourquoi j'ai ça? Parce que je suis nul dans tout ce qui est technique et mon téléphone, encore une fois, aujourd'hui, craque. Et j'ai perdu 4 ou 5 fois mes contacts, donc je préfère avoir une bonne base et ça fonctionne très bien. Après, ce que vous faites, c'est pas ça. C'est le système de recontact avec les gens, il faut éviter de faire de manière très violente. Et ce qu'on fait souvent, c'est le mailing. Ça, c'est pareil, je vous filerai le slide. C'est 8 règles que je crois être importantes sur la manière de raconter un mailing. Par exemple, il y en a 2 que je pourrais citer là, qui est limiter votre mail à 10 lignes simplement, parce que les gens n'ont pas le temps de tout lire. Et la deuxième chose, c'est faciliter. Mettez des liens là où il faut. Dites pas à quelqu'un, alors voilà, ma société, elle s'appelle Schmoll. Le Schmoll, il y a forcément un 3W derrière qui permet de gagner du temps et d'aller voir ce que c'est. Si vous présentez quelqu'un, faites un lien sur votre LinkedIn. Faites gagner du temps à la personne, alignez les intérêts encore une fois. Et la dernière chose que je peux vous dire pour conclure cette petite intervention, c'est... il n'a pas du tout dit ça. Enfin, en tout cas, ça ne concernait pas le réseau. Mais je trouvais que c'était intéressant de conclure avec. Ne vous demandez pas ce que le réseau peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour lui. Et c'est à vous de jouer. Je vous remercie.